شكرا على الدعوة وجد سعيد نحضر معكم في هذا الجمع اللي كنظن هكذا ما كاين حتى شي جمع اللي يكون حسن واكثر اهميه من الجمع اللي نتكلموا فيه على المدرسه ديالنا. C'est un sujet, c'est peut-être le sujet majeur pour notre pays, et c'est le sujet qui peut-être, il n'y a pas d'autres sujets qui pourraient peut-être nous réunir. Merci beaucoup. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? D'abord, permettez-moi juste de clarifier un petit point, c'est important. Je suis aujourd'hui devant vous en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur, je suis accessoirement membre du Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, mais je m'exprime aujourd'hui à titre personnel. Le Conseil a ses procédures pour formuler des avis, les publier et tout ça. C'est aussi un espace, le Conseil est un espace représentatif de la diversité de notre institution éducative. Chacun peut avoir son avis, j'ai le mien, et donc aujourd'hui je suis vraiment... je tiens à expliquer que je suis là à titre personnel, comme ça me permet aussi d'avoir une certaine liberté dans l'expression. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de la société de la méta-intelligence. Et puis, m'interroger avec vous sur à quel point est-ce que notre école, et comment surtout notre école pourrait équiper notre jeunesse pour cette société de la méta-intelligence. Je ne définis pas tout de suite. Je ne définirai pas tout de suite la société de la méta-intelligence, donc la méta-intelligence attendra un petit moment, mais j'aimerais d'abord commencer par partager avec vous des questions qui aujourd'hui, partout dans le monde, se posent à l'institution éducative. Donc on va quitter un peu le Maroc et on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs, y compris au Maroc, quelles sont les grandes questions qui aujourd'hui interpellent l'école. J'espère avoir les bonnes questions, je ne peux pas prétendre avoir les réponses, mais déjà si les questions sont bonnes, on est déjà sur la bonne voie. Première question, et ça m'interpelle à titre personnel en tant qu'enseignant. Nous vivons aujourd'hui, et ça ce n'est pas nouveau, ce n'est pas l'intelligence artificielle, depuis qu'il y a YouTube et depuis qu'il y a Internet, nous enseignants, nous n'avons plus le monopole du savoir. Moi quand j'étais étudiant, nous dépendions du professeur pour accéder au savoir. Et il fallait prendre des notes. Et si on manquait une séance, il fallait vraiment prier les copains pour vous passer les notes. Si on n'assistait pas au cours, on n'avait pas accès au savoir. Aujourd'hui, le savoir est partout. Et nous, enseignants, ça nous interpelle. Quel est notre rôle? C'est pas qu'on n'en est pas, c'est pas qu'on n'ait pas de rôle. Mais en tout cas, notre légitimité ne peut plus être assise sur le monopole du savoir. Deuxième question, c'est la mémorisation. Pourquoi faudrait-il continuer à mémoriser alors que nous avons au bout des doigts accès à la mémoire de l'humanité entière? Donc tout modèle pédagogique et le nôtre au Maroc reste quand même beaucoup basé sur la mémorisation, comme on dit en arabe. Un modèle pédagogique qui repose sur la mémorisation, c'est un modèle pédagogique qui est interpellé. Je n'ai pas la réponse. Mais la question de la mémorisation se pose. Pourquoi faudrait-il que j'ai tout en mémoire alors que j'ai accès à la base de connaissance de l'humanité entière en une fraction de seconde? Question très délicate, la troisième, l'écriture. Pourquoi a-t-on inventé, pourquoi l'humanité a-t-elle inventé l'écriture? L'humanité a inventé l'écriture pour consigner des informations, des savoirs, des comptes, parce que ça a beaucoup de liens aussi avec la comptabilité. Il fallait écrire pour que le savoir puisse être conservé et transporté, transféré. Aujourd'hui, on peut faire de la production intellectuelle sans écrire. Nous sommes tous abonnés, j'imagine, à des podcasts, par exemple. On peut produire aujourd'hui et accéder à l'information, à la connaissance, à la réflexion, et tout ce qu'on veut, sans avoir besoin d'écrire.
Et nous, enseignants, ça nous pose une grande question. Je veux dire, nous continuons à accorder presque une valeur sacrée à l'écriture, et nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets en tant qu'enseignants de constater que notre jeunesse n'a écrit de moins en moins. Mais posons-nous la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Les spécialistes du cerveau nous disent que l'écriture organise le cerveau. Moi, je ne suis pas spécialiste, je fais confiance aux spécialistes. Il se pourrait que l'écriture ait des vertus d'organisation du cerveau et de la pensée et tout ça. Mais il faut juste convenir qu'aujourd'hui, il y a je veux dire, les moyens, les technologies de communication, les technologies instantanées de communication audiovisuelle font que on a de moins en moins besoin d'écrire. Et on s'envoie aujourd'hui des messages audio, on communique par des messages audio, et la question de l'écriture, aujourd'hui, ça ne va plus de soi. Il faut justifier pourquoi on doit écrire. Il faut justifier, il faut au moins problématiser. Et ne pas nous laisser traumatiser, pour ainsi dire, en tant qu'enseignants. Oh là là, nos jeunes écrivent de moins en moins ou savent de moins en moins écrire. L'écriture n'est pas une fin en soi. L'écriture, c'est un moyen. Ça a été inventé comme un moyen. Donc, ça nous pose quand même une question. Et quatrième question, c'est l'usine. L'institution éducative moderne a été organisée sur le modèle de l'usine, sur le modèle de la révolution industrielle. Jusque-là, jusqu'à la révolution industrielle, on accédait au savoir de deux manières. Soit on était aristocrate et les précepteurs venaient vous enseigner un cours d'humanité, un cours de mathématiques, ou de la musique, ou de la danse, etc., quand on était aristocrate. Ou alors, quand on était un enfant, entre guillemets, du peuple, si on avait la chance, on intégrait un séminaire, moi je parle de l'Europe, un séminaire théologique, et on devenait prêtre. Et c'était les séminaires, c'était des organisations à taille humaine. Mais c'était pour la minorité, tout ça. Quand il a fallu massifier et démocratiser l'accès au savoir, il a fallu inventer une institution qui s'appelle l'école, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais cette institution, elle est très récente à l'échelle de l'histoire humaine. Elle est très récente. Et on l'a modélisée sur l'usine. C'est-à-dire tout le monde étudie le même programme, on commence à la même heure, on fait la même heure, ensuite tout le monde suit la même séquence. On a inventé, même au Maroc, on a inventé le bac périssable. Je veux dire, il faut le faire. On a inventé le bac périssable. Tout ça, c'est une logique industrielle. Et est-ce que cette logique industrielle est celle qui va prévaloir ou qui va être adaptée à l'évolution de la société et de la technologie et du rapport des jeunes, non pas seulement au savoir, mais aussi à l'institution, à l'autorité? Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose à penser. Il y a peut-être un autre modèle à inventer. Mais en tout cas, le modèle de l'usine aujourd'hui, partout, le modèle de l'usine est problématisé. Alors, et puis la grande question qui nous est posée par l'intelligence artificielle. Elle est en bas, mais j'aimerais paraphraser un petit peu Norbert Wiener, le personnage que vous voyez là. Norbert Wiener, c'est un peu le père fondateur de la cybernétique. Et en 1952, Wiener a écrit que la machine est faite, en gros la machine elle est faite pour faire le travail d'esclave, et toute personne qui fait un travail d'esclave doit assumer les conséquences du travail d'esclave. Ça c'est 1952. Dans un livre qui c'est The Using of Man by Man, l'usage de l'homme par l'homme. 1952. Donc, si on fait un travail d'esclave, la machine, elle fait un travail d'esclave, et la machine est capable de faire un travail de plus en plus élaboré. Donc, c'est un esclave de plus en plus compétent. Moi, je ne vais pas dire intelligent. C'est un esclave de plus en plus compétent. Et du coup, nous avons une opportunité peut-être unique de nous poser la question de qu'est-ce qui est essentiellement humain.
c'est quoi l'essence de l'humain? Qu'est-ce qui est radicalement, intrinsèquement humain? Puisque beaucoup de choses peuvent faire... par exemple, on a dit le travail intellectuel. Le travail intellectuel, c'est vraiment l'apanage de l'humain. Le travail intellectuel aujourd'hui, toutes celles et ceux qui interagissent avec du ChatGPT ou Claude, je ne sais quoi, on est absolument frappé par l'amélioration continue de la qualité du travail intellectuel qui est fait. Alors, c'est pas encore parfait, c'est pas encore, mais il y a beaucoup aujourd'hui dans les métiers du conseil, du droit, dans les métiers du droit, du conseil, les métiers du chiffre, il y a des pans entiers du travail intellectuel qui sont aujourd'hui questionnés, qui sont aujourd'hui chahutés, et plus seulement le travail manuel. Donc, qu'est-ce qui est, c'est quoi l'essence de l'humain? Parce que, bon, si on arrivait à répondre à la question de ce qui est l'essence de l'humain, on serait peut-être un peu mieux aussi éduqué. Parce que fondamentalement, l'école, elle sert à cultiver ses compétences. Et si nous n'avons pas la réponse à la question de qu'est-ce qui est intrinsèquement et irréductiblement humain, on ne saura pas trop à quoi former et pourquoi former. Je passe sur ces exemples-là, je n'ai pas le temps. Et je partage avec vous une définition de la méta-intelligence parce que je pense, alors je vous soumets, c'est juste une proposition, moi je vous soumets que la méta-intelligence est intrinsèquement humaine. Donc, je réponds à la question de qu'est-ce qui est intrinsèquement humain, j'y réponds, mais c'est une réponse discutable, que ce qui est intrinsèquement humain, c'est la capacité de combiner, harmoniser, combiner, jouer sur les différents registres de l'intelligence avec les différents modes d'intelligence. C'est ce que j'appelle la méta-intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à jouer avec ce concept de la méta-intelligence pour préparer ma contribution, j'ai dit à ChatGPT, propose-moi une définition de la méta-intelligence. Donc ce que vous avez là, vous avez un exemple d'intelligence générative. La méta-intelligence, je veux dire, quand il va afficher ça, je lui dis, ok, je vais reprendre ça, je ne vais rien modifier. La méta-intelligence comme cette capacité à harmoniser, faire jouer ensemble, faire interagir les intelligences nouvelles, artificielles, collectives, etc. Vous voyez où on en est. Moi, j'utilise ces outils, je les utilise aujourd'hui comme assistant de recherche. Et ça me fait gagner énormément de temps. Et ça me permet d'avoir accès à des références et à des travaux qui ne sont pas sur mon radar quand je suis en train de travailler sur un sujet. Donc, si on dit que la réflexion, il y a des philosophes qui ont dit que la réflexivité c'est le propre de l'homme, elle est peut-être de moins en moins. Donc, cette société de la méta-intelligence, c'est à ça, je pense, que l'école doit aujourd'hui préparer notre jeunesse. Parce que si on n'arrive pas à jouer sur ces registres-là et à orchestrer quelque part, orchestrer les différents types d'intelligence, si on n'arrive pas à s'en servir, à les orchestrer, on va décrocher. Si on veut rester dans la course, si on veut équiper notre jeunesse pour prospérer dans cette société de la méta-intelligence, il faut que, par exemple, nos jeunes sachent non pas seulement utiliser, mais aussi programmer des intelligences artificielles. En Corée, c'est terrible à mentionner mon expérience coréenne, en Corée, désormais depuis 34 ans, l'intelligence artificielle fait partie du programme du lycée. Parce qu'on considère qu'il est absolument nécessaire, important, de maîtriser ce type d'intelligence et de le faire interagir avec les autres types d'intelligence. Je vais très vite, je suis presque à la limite de mes 15 minutes. Là, on revient un petit peu vers l'école. Donc l'école, il y a des questions qui se posent, il y a cette méta-intelligence qu'il faut cultiver, et ça nous fait aussi revisiter les fonctions de l'école. Est-ce qu'on aura toujours besoin de l'école? Est-ce que l'école est terminée? Non, c'est pas la fin de l'école. On aura toujours besoin de quelque chose, on aura toujours besoin d'un lieu. On appelle l'école autre chose. On aura toujours besoin de ce lieu où on cultive
et on acquiert, on cultive cette méta-intelligence. Bon, j'en ai déjà parlé. Mais l'école, c'est aussi un espace sécurisé. Pour beaucoup de familles, on envoie son enfant à l'école pour le mettre dans un espace sécurisé, parce que les parents travaillent, sont occupés, parce que sinon, il est dans la rue, l'enfant. On n'a pas envie qu'il soit dans la rue. Parfois même dans les foyers familiaux, même dans la famille, c'est pas forcément toujours un milieu très sain. Donc on continuera toujours à avoir besoin d'institutions qui ressemblent peut-être plus ou moins à l'école telle qu'on la connaît. Rien que cette fonction-là, cette fonction de garderie, quelque part, c'est une fonction extrêmement importante. On ne va pas à l'école juste pour acquérir des savoirs. Et puis, c'est aussi un lieu, ça devrait être un lieu de vie, un lieu d'épanouissement personnel. Et on est encore, force de constater, et qu'on est encore très loin de ça. Dans beaucoup de... Je ne parle pas des établissements que vous représentez aujourd'hui, mais dans beaucoup d'établissements, on est très loin de cette conception de l'école comme un lieu de vie, d'épanouissement personnel, de développement personnel. Donc, il y a des fonctions. L'école a des fonctions dans ce nouveau paysage, mais peut-être des fonctions qu'il faut... aujourd'hui, on parle de plus en plus d'expérience. L'école, l'université comme un lieu où on acquiert, on vit des expériences. Ce n'est pas seulement des lieux où on bourre le crâne avec des connaissances qui sont peut-être déjà datées et qu'on n'a plus forcément besoin de mémoriser. Alors, l'école marocaine dans tout ça. Bon, je ne vous apprends rien, notre école publique aujourd'hui, elle est occupée à régler les problèmes du passé. On y travaille, on essaie de faire au mieux, mais l'école publique aujourd'hui, elle a besoin déjà de reconnecter avec ce qu'elle a été, avec l'école publique que moi j'ai fréquentée. Moi, je suis un produit de l'école publique. L'école publique que j'ai fréquentée dans les années 60-70, voilà. Déjà, si on arrive à nous reconnecter avec cette école, on sera pas mal. Et on a un secteur privé qui est présent aujourd'hui, qui est représenté aujourd'hui, qui est un espace de liberté. Vous avez plus de degrés de liberté. Plus de degrés de liberté, plus de marge. Et moi, je pense que il y a un rôle à jouer pour le secteur privé, et ça j'y crois, vraiment j'y crois. Moi, je pense que le secteur privé devrait être un laboratoire d'invention de la nouvelle école marocaine. Le Madrasa al-Maghribiya al-Jadida, telle qu'elle a été définie dans la vision stratégique 2015-2030 et telle qu'elle est définie dans la loi cadre 51-17. J'ai presque fini. Je vous rappelle qu'il y a l'article 44 de la loi cadre 51-17 qui énonce ou qui invite, c'est pas qui invite, qui oblige, parce que c'est contraignant une loi cadre, c'est contraignant, un partenariat stratégique entre le secteur privé, entre l'État et le secteur privé, pour avoir accès à un certain nombre de moyens. Je passe sur le texte de la loi cadre et je finis par une considération, par une invitation que je vous fais. Si l'enseignement privé veut jouer son rôle de laboratoire et veut contribuer au bien commun et montrer sa contribution au bien commun, je pense que vous auriez probablement besoin de créer un instrument qui vous permettrait de vous impliquer dans des initiatives, de lancer des initiatives collectives et d'enrichir, contribuer, enrichir, aider, accompagner, collaborer avec le secteur public. Je vous invite à réfléchir sur ça parce qu'on a un problème aujourd'hui, et je finis là, on a un problème majeur, on dit que le secteur privé ne va pas là où on voudrait qu'il aille, ne va pas là où il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Aucun établissement privé tout seul n'a intérêt à faire ça. On ne peut faire ça, etc. Donc il y a, en revanche, une action collective du secteur et un instrument collectif partagé du secteur permet de faire des choses, permet de récupérer des moyens et de faire des choses. Et je vous laisse ça et je vous remercie de votre attention. Merci, c'est pour vous. Shukran, merci beaucoup. C'est Hamid.